Mes chers abonnés, bienvenue à vous. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre écoute, et votre cœur ouvert à chaque histoire. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage me donne la force de continuer à écrire des récits vrais, tristes, puissants, comme la vie elle-même. Que la paix, la sagesse et la force soient toujours avec vous. Elle nourrissait en secret un enfant affamé, sans savoir qu'il fuyait un passé inhumain. Quand 3 SUV noirs débarquèrent chez elle, sa vie bascula. Mais au lieu de fuir, elle fit le choix de l'aimer comme un fils. Et ce choix changea tout. L'enfant aux yeux vides. Le soleil se levait doucement sur le quartier poussiéreux de Grand Midé, que les klaxons encore timides s'éveillaient dans la rue. Les femmes balayaient les devantures avec des balais de palme, et les enfants couraient pieds nus en riant. Mais Aïda, elle, n'avait pas le cœur à sourire. Depuis plusieurs semaines, elle portait un secret lourd, un secret affamé. Chaque matin, elle sortait de chez elle avec un petit sac en plastique noué à la main, contenant du pain, un peu de poisson, et parfois une mangue bien mûre. Elle ne disait rien à personne. À peine franchissait-elle le marché central qu'elle faisait mine de chercher quelque chose dans son sac. Puis le déposait sous un vieux banc en béton, craquelé par les pluies. Là, quelques instants plus tard, un garçon apparaissait. Pas plus de 10 ans. Maigre comme un fil de paille, les vêtements déchirés, les cheveux pleins de poussière. Mais ce qui marquait le plus Aïda, c'étaient ses yeux. Vides. Pas vides de vie, non. Vides d'humanité. Comme s'il avait vu quelque chose que même les adultes ne devraient jamais voir. Il ne parlait pas. Jamais. Ne la remerciait pas. Ne la regardait même pas. Il mangeait lentement, presque avec crainte, puis disparaissait dans les ruelles comme une ombre. Et chaque jour, Aïda reprenait son chemin vers la bibliothèque municipale, le cœur lourd mais un peu moins coupable. Ce matin-là, elle s'arrêta un peu plus longtemps que d'habitude, comme si quelque chose dans l'air lui chuchotait que l'équilibre fragile de ce rituel allait basculer. Un vieux vendeur de lunettes l'observait depuis son étal. Une femme aux bras croisés fronça les sourcils. Les murmures s'élevaient. C'est encore elle. Toujours là, à tourner autour du marché. Elle cache quelque chose, ou quelqu'un. Aïda sentit son cœur cogner plus fort. Elle resserra son foulard autour de son cou et accéléra le pas. Mais au fond d'elle, une peur plus grande germait. Et si ce garçon n'était pas seulement affamé? Et si, en l'aidant, elle ouvrait une porte sur un passé qu'elle n'était pas prête à affronter? Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette porte avait déjà été ouverte. Et qu'un compte à rebours invisible venait de commencer. Les regards indiscrets. Depuis cette matinée troublée, Aïda sentait les regards partout. Quand elle marchait dans la rue, les gens se taisaient. Quand elle entrait dans la boutique de Madame Fati pour acheter un pain ou du lait, le sourire habituel de la vendeuse avait disparu, remplacé par une distance glaciale. Même à la bibliothèque, où elle se réfugiait dans le silence des livres, l'agent de sécurité l'avait saluée avec une hésitation inhabituelle. C'était comme si son petit secret, si discret, si fragile, avait été éventé par une brise invisible. Le soir, chez elle, elle regardait à travers ses rideaux en tissu brodé, le cœur battant. Elle avait grandi dans ce quartier. Elle connaissait tous les recoins, les familles, les habitudes. Et pourtant, cette rumeur rampante lui était étrangère. Elle était devenue l'intruse. Une fois, alors qu'elle sortait à l'aube pour déposer le sac de nourriture, une silhouette était restée immobile dans l'ombre d'une ruelle. Aïda fit semblant de ne rien voir, mais ses mains tremblaient. Quand elle revint 1 heure plus tard, le sac avait disparu. Mais à la place, sur le banc, une boîte de sardines vide et un caillou rond. Une offrande? Un message? Ou un avertissement? Le lendemain, elle décida d'aller plus tôt. Très tôt. Avant l'appel à la prière. Il faisait encore nuit. Les étoiles luttaient contre la lumière naissante. Elle marcha vite, serrant le petit sac contre elle. Quand elle arriva près du banc, il était là. Assis. Immobile. Il la regardait. C'était la première fois. Ses yeux n'étaient plus vides. Ils étaient humides. Brillants. Fatigués. Brûlants d'une douleur qu'un enfant ne devrait pas porter. Aïda s'arrêta. Le sac tremblait dans sa main. Tu n'as pas faim ce matin? Murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Mais il leva la main et pointa du doigt, vers les toits. Elle suivit son regard. Un homme les observait, en haut d'un immeuble, silhouette sombre dans le ciel gris. Quand elle se retourna, l'enfant avait disparu. Elle resta seule, le sac encore plein dans la main. Et dans son ventre, une peur nouvelle venait de naître.
Ce n'était plus seulement une question de regard ou de rumeur. Quelqu'un cherchait l'enfant. Quelqu'un la surveillait, elle aussi. Et si ce qu'elle croyait être un simple geste de bonté était, en réalité, une intrusion dans quelque chose de beaucoup plus grand et dangereux? Un mot dans le sac. Le lendemain matin, Aïda n'osa pas sortir. Elle resta figée derrière ses rideaux, observant la rue déserte. Le banc était visible depuis sa fenêtre. Il semblait si banal, et pourtant, depuis quelques jours, il était devenu un lieu sacré, un lieu de silence, de peur, de connexion. Mais à midi, une force étrange la poussa. Comme une main invisible dans le dos. Elle prit un petit sac, plus discret cette fois, contenant un morceau de pain chaud et un peu de lait en sachet. Elle sortit sans bruit, fit semblant de marcher au hasard, et déposa le sac d'un geste rapide sans même s'arrêter. 1 heure plus tard, elle revint. Le sac avait disparu. Mais à sa place, un papier plié en 4 attendait, posé soigneusement sur le banc. Ses doigts tremblaient en le dépliant. C'était un morceau de cahier déchiré, froissé, sale. L'écriture était maladroite, presque enfantine. Mais les mots étaient clairs. Merci. Tu es la seule à ne pas avoir peur de moi. Aïda sentit ses jambes flancher. Elle s'assit sur le banc, en plein marché, ignorant les passants, les regards, les klaxons, le bruit. Elle posa la main sur son cœur. Depuis combien de temps cet enfant était-il seul? Qui lui avait appris à écrire? Pourquoi disait-il que les gens avaient peur de lui? Une émotion intense l'envahit, mêlée de chagrin et d'une peur qu'elle n'osait nommer. Ce n'était pas seulement un enfant perdu. C'était un enfant traqué. Et quelque part, quelqu'un voulait le faire disparaître. Elle releva les yeux et vit, de l'autre côté de la rue, un homme la regardait fixement. Crâne rasé. Lunettes noires. Impeccablement habillé, immobile. Quand elle croisa son regard, il se retourna et monta dans une voiture noire stationnée à l'ombre d'un arbre. Elle sentit le vent changer. Ce n'était plus un acte de charité. C'était devenu une guerre silencieuse. Et elle venait, sans le savoir, de choisir son camp. Les traces de sang. La nuit avait été agitée. Aïda n'avait pas fermé l'œil. Elle avait gardé la lumière allumée, assise sur le bord de son lit, relisant encore et encore le petit mot trouvé la veille. Les mots tremblaient sur le papier comme s'ils pleuraient eux-mêmes. Elle avait eu envie de le protéger. De l'emmener chez elle. De le cacher. Mais elle ne savait rien de lui. Rien sauf ce regard vide et cette phrase si simple. Tu es la seule à ne pas avoir peur de moi. À l'aube, elle sortit avec hâte, le cœur lourd, le pas précipité. Elle espérait revoir le petit garçon. Le rassurer. Lui parler. Elle avait même préparé un thermos de lait chaud et un petit pull qu'elle ne mettait plus. Mais quand elle arriva au banc, il n'y avait rien. Rien, sauf une tache. Rouge. Sombre. Étrangement fraîche. Elle s'agenouilla. Son regard scanna le sol comme un détective. Il y avait plusieurs petites traces, comme des gouttes, elles formaient un mince sentier, serpentant vers une ruelle derrière le marché. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle hésita. Puis elle suivit les traces. Elles la menèrent derrière un vieux mur décrépit, entre des sacs de charbon et des bidons rouillés. Là, un tissu déchiré était accroché à un fil barbelé. Un morceau de chemise, elle le reconnut. C'était le tissu que portait l'enfant. Bleu pâle, avec un petit écusson brodé. Uniforme scolaire. Mais ce n'était pas un uniforme d'ici. Ni celui des écoles locales. Il était trop propre, trop rigide. Comme s'il venait d'un autre monde. D'un monde caché. Elle serra le tissu contre elle. Un frisson glacé traversa sa colonne. Puis elle vit, au sol, quelque chose de presque invisible. Une mèche de cheveux coincée entre 2 pierres. Fine, brune, trempée de sang séché. Aïda chancela. Elle entendit soudain un bruit derrière elle. Elle se retourna brusquement. Un chat maigre s'enfuyait entre les murs. Mais elle n'était pas rassurée. Elle sentit que quelqu'un ou quelque chose avait été là. Peut-être était encore là. Elle courut chez elle, ferma toutes les fenêtres, ferma sa porte à double tour. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des années, elle pleura comme une enfant. Pas seulement pour lui. Mais aussi pour elle-même. Parce qu'elle venait de comprendre que l'enfant n'était pas simplement blessé. Il était traqué. Et elle venait, sans le vouloir, de devenir la seule personne au monde qui pourrait payer pour l'avoir aidé. L'irruption des SUV. Ce fut une journée étrange. Le ciel était lourd,
comme s'il retenait un orage. Aïda était restée cloîtrée chez elle. Elle n'avait pas été travailler. Elle n'avait même pas ouvert ses volets. Assise sur sa natte, le tissu de l'uniforme toujours dans les mains, elle ne cessait de se demander, qui était cet enfant? Pourquoi sa blessure? Pourquoi ce silence? Et pourquoi cette peur qui me ronge le ventre? Le soir, vers 19h23, alors que la lumière du soleil déclinait doucement et que la prière du Maghrib s'élevait dans l'air tiède, elle entendit un grondement. Un son lourd, étouffé. Des pneus. Elle sortit timidement la tête par la fenêtre. 3 SUV noirs. Identiques. Aux vitres teintées. Sans plaque visible. Ils s'arrêtèrent net devant sa maison. Tout devint silencieux. Même les coqs arrêtèrent de chanter. Même les voisins, pourtant toujours dehors, semblaient avoir disparu. 3 hommes descendirent des véhicules. Habillés sobrement. Costume gris, chemise fermée jusqu'au cou. 2 étaient grands, solides, au regard vide. Le 3e semblait être le chef. Il portait une mallette noire à la main. Son visage était calme. Trop calme. Il toqua à la porte. Une seule fois. Aïda, figée, ne bougeait pas. Le sang avait quitté ses jambes. Mais au bout de quelques secondes, la poignée tourna toute seule. Elle avait oublié de fermer à clé. Il entra. « Madame Aïda ?» dit-il d'une voix étonnamment douce. « Nous ne voulons pas vous faire de mal. Mais il faut que vous nous suiviez. » Les 2 autres hommes restèrent dehors, immobiles comme des statues. « À propos de quoi ?» balbutia-t-elle. « À propos de l'enfant. » Le monde s'écroula. Elle voulut nier, protester, fuir même, mais son corps ne répondait plus. L'homme s'approcha lentement, posa la mallette sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, des photos. En noir et blanc. Le banc. Le sac. Elle. L'enfant. Et la dernière, une image floue, prise la veille, où on distinguait nettement le visage du garçon, couvert de sang, ses yeux perdus, ses lèvres bougeant comme s'il appelait à l'aide. « Il vous faisait confiance », dit l'homme en refermant la mallette. « Maintenant, il est seul. Et il est en danger. Beaucoup de gens le cherchent. Des gens bien plus dangereux que nous. » Il lui tendit un manteau. « Venez avec nous. Vous êtes la seule à qui il a laissé une trace écrite. Il vous connaît. Et il a peut-être laissé d'autres choses derrière lui. » Aïda mit le manteau sans réfléchir. Les battements de son cœur couvraient tout le reste. Quand elle monta dans le SUV, elle comprit qu'il n'y aurait plus de retour. Le centre caché. Le trajet fut long. Silencieux. Aïda ne reconnaissait aucun des chemins. Le paysage devenait de plus en plus désertique. Les immeubles laissaient place à des entrepôts, puis à des arbres secs, puis au vide. À l'arrière du SUV, elle était entre 2 hommes. Le silence pesait. L'air conditionné glaçait sa peau. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Elle avait l'impression d'être enfermée dans un rêve, non un cauchemar. Après plus d'1 heure, les SUV quittèrent la route et empruntèrent un sentier de sable, dissimulé par des broussailles. Au bout du chemin, un vieux bâtiment de ciment, sans fenêtre. Aucun panneau. Aucun bruit. Une porte en métal coulissa mécaniquement à leur arrivée. Ils entrèrent. À l'intérieur, tout était stérile. Parois grises. Lumière blanche agressive. Caméra. Et une odeur étrange, mélange de désinfectant et de solitude. On la fit asseoir dans une petite salle sans fenêtre. Une table, 2 chaises. Une caméra dans un coin. Puis, le même homme que tout à l'heure entra. Il posa la mallette, une nouvelle fois, mais ne l'ouvrit pas tout de suite. Ce que vous avez fait était noble. Mais vous avez mis le pied dans quelque chose qui vous dépasse. Aïda murmura. Qui est cet enfant? Un long silence. Puis l'homme répondit. Il s'appelle Ismaël. Du moins, c'est le prénom que nous lui avons donné. Il n'a pas de dossier civil. Pas de parents connus. Il a grandi ici, dans ce centre. Elle se raidit. Ce centre. Il acquiesça. Il faisait partie d'un programme. Expérimental. Secret. Financé par d'anciens officiers militaires. Des enfants pris très jeunes, élevés dans l'isolement, pour observer certaines réactions à l'environnement, à la privation, au conditionnement. C'est un projet qui aurait dû rester dans l'ombre. Vous avez enfermé des enfants. Un enfant. Un seul a survécu au premier cycle. Ismaël. Elle sentit une nausée monter. Il s'est échappé, continua l'homme.
Il a été vu plusieurs fois. Il ne parle pas beaucoup. Il évite tout contact humain. Jusqu'à vous. Il la fixa. Il vous a fait confiance. Et ça, nous voulons comprendre pourquoi. Aïda baissa les yeux. Des images lui revenaient, ses mains tendant le sac, les yeux d'Ismaël fixant le ciel, son mot griffonné. La douleur de l'innocence brisée. Où est-il maintenant? Souffla-t-elle. L'homme resta silencieux. Puis il sortit un écran de la mallette. Il y lança une vidéo. On y voyait Ismaël, de nuit, marchant dans une rue, titubant, blessé, tenant un sac plastique. Puis, il s'arrêta devant une maison. Une maison familière. La maison d'Aïda. Il y était revenu. L'image se figea. Il est revenu chez vous, dit l'homme. Vous êtes notre seule piste. Elle sentit ses larmes monter. Il n'a plus rien. Il n'a jamais eu rien, murmura-t-elle. Et vous l'avez réduit à ça. L'homme ne répondit pas. Il se leva, ouvrit la porte. Préparez-vous. Vous allez devoir lui parler. Le retrouver. Et il ajouta en refermant la porte derrière lui. Mais souvenez-vous, ce garçon n'est pas comme les autres. Et certains ici pensent qu'il est dangereux. Le secret de l'enfant. La pièce était sombre. Une simple lumière au plafond, blafarde, comme si elle refusait d'éclairer la vérité. Aïda attendait, assise sur une chaise froide, seule. Devant elle, une vitre sans teint. Elle sentait que derrière ce miroir, des yeux la scrutaient. Puis, la porte s'ouvrit lentement. Ismaël entra. Il avait changé. Il portait un t-shirt trop grand pour lui, les bras maigres, les jambes couvertes de griffures. Mais ce n'était pas cela qui frappa Aïda. C'étaient ses yeux. Ses yeux autrefois vides, maintenant pleins de feu. Un feu silencieux. Une douleur contenue. Il ne la regardait pas. Il marchait lentement, comme un animal blessé qu'on force à revenir dans une cage. Ismaël, murmura-t-elle. Il s'arrêta. Sa respiration était rapide. Il leva enfin les yeux vers elle. Elle sentit sa gorge se nouer. Tu te souviens de moi? Il hocha lentement la tête. Tu m'as donné à manger, dit-il d'une voix rauque, éraillée, presque étrangère. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Tu étais seule, je voulais juste t'aider. Il s'assit par terre, sans lui demander la permission. Il frotta ses mains l'une contre l'autre, nerveux. Puis il dit. Tu veux savoir d'où je viens? Elle attendit. Il leva les yeux vers le miroir sans teint, comme s'il savait qu'on l'écoutait. Puis il planta son regard dans celui d'Aïda. Ils m'ont élevé ici, dans des pièces sans lumière. Ils disaient que c'était pour nous apprendre à survivre. À ne pas ressentir. À devenir fort. Elle sentit son cœur se briser. Combien étiez-vous? 9. Au début. Il nous appelait les unités. J'étais le numéro 7. Il marqua une pause. Puis il ajouta. Je suis le seul à avoir survécu. Un silence glacial envahit la pièce. Une fois, ils m'ont fait rester dans l'eau glacée pendant 3 jours. Juste pour voir ce que ça ferait. Une autre fois, ils m'ont mis dans une pièce sans son, sans lumière, sans nourriture. Pendant 10 jours. Il baissa les yeux. Je n'ai jamais eu de jouet. Je ne connais pas le goût des gâteaux. Mais je connais le goût du sang. Le mien. Aïda se mit à pleurer silencieusement. Elle s'approcha lentement, s'agenouilla devant lui. Ce qu'ils t'ont fait, c'est inhumain. Il chuchota. Tu m'as vu, quand j'étais invisible pour tous les autres. C'est pour ça que je ne t'ai pas fui. Elle tendit la main vers lui. Il recula un peu, mais ne s'enfuit pas. Tu n'as plus à avoir peur. Je suis là. Mais au fond d'elle, Aïda sentait une chose terrible. Ce garçon, né dans l'ombre, élevé dans la douleur, portait une souffrance qui ne disparaîtrait jamais vraiment. Et dans les yeux des hommes derrière la vitre, il n'était pas une victime. Il était un expérimenté. Un sujet. Un secret qu'on ne devait pas laisser libre. La décision impossible. Aïda ne retourna pas chez elle ce soir-là. Elle resta enfermée dans une chambre froide, sans fenêtre. On lui avait apporté un plateau, riz sec, pain rassis, eau tiède. Elle n'y toucha pas. Ses pensées tournaient en boucle. Ismaël est vivant. Il est brisé. Il est traqué. Et ils veulent que je les aide à le ramener. Là-dedans. Le lendemain matin, on frappa doucement à la porte. Le même homme entra. Le chef. Il portait toujours son costume gris, impeccable,
comme si aucune vérité ne pouvait salir ses manches. Vous avez gagné sa confiance, dit-il calmement. Ce n'est pas rien. Aïda ne répondit pas. Il posa un dossier sur la table. Lentement. Précisément. Voilà ce que nous savons. Il est instable. Il a fugué 3 fois. Il a blessé 2 agents. Il refuse tout contact humain. Jusqu'à vous. Elle murmura. Il n'est pas dangereux. Il est détruit. L'homme hocha la tête. C'est souvent la même chose. La douleur mal contenue devient violence. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des photos. Dossiers médicaux. Électroencéphalogramme. Analyse génétique. Vidéo de test. Et puis, une image. Une image qu'Aïda aurait préféré ne jamais voir. Ismaël, accroupi, dans un coin de pièce sombre, enchaîné. Ses poignets saignaient. Il se parlait à lui-même. Il grattait le mur avec ses ongles jusqu'à ce qu'il saigne. Aïda détourna les yeux, suffocant. Il n'a pas besoin de surveillance, dit-elle. Il a besoin d'une famille. Le chef la fixa un moment. Ce genre de garçon ne peut pas vivre comme les autres. Il est le fruit d'un projet qui n'existe pas. Il est un problème, sans solution. Elle le fusilla du regard. Il est un enfant. Un silence pesant. Puis il referma calmement le dossier. Madame Aïda. Ce garçon s'est échappé. Il est quelque part dans la ville. Blessé. Désorienté. Potentiellement dangereux. Il pourrait être capturé par d'autres, moins bienveillants que nous. Il s'approcha. Il vous cherche. Il vous fait confiance. Si vous coopérez, nous pouvons le ramener en sécurité. Le soigner. L'aider. Mais s'il continue de fuir, nous ne garantissons rien. Il laissa planer un silence. Alors? Est-ce que vous allez nous aider à le retrouver? Aïda baissa les yeux. Les larmes lui montèrent. Ce n'était pas une question. C'était une condamnation déguisée. Et elle se retrouvait entre 2 abîmes. Le trahir et le sauver, ou le protéger et le condamner. Elle ferma les yeux. Et prit une décision. Le retour de l'innocence. Aïda n'avait pas dormi. Elle avait refusé de coopérer. Elle leur avait dit, je ne sais pas où il est. Et même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Alors il l'avait laissé partir. Non sans la suivre. 2 SUV l'escortèrent discrètement jusqu'à chez elle. Elle ne dit rien. Ne pleura même pas. Elle entra chez elle, ferma doucement la porte, et s'écroula à genoux dans le couloir. Il le cherche comme on chasse une bête. Mais lui, c'est un enfant qu'on a enfermé dans un cauchemar. Elle passa la nuit assise dans son salon, les yeux ouverts, attendant. Et à 3h12 du matin, on frappa. Pas fort. Un petit toc-toc, hésitant. Presque honteux. Elle se leva d'un bond, ouvrit. Ismaël était là. Pieds nus. Trempé de sueur. Les vêtements en lambeaux. Les lèvres fendillées. Les bras couverts d'égratignures. Mais vivant. Il tenait un sac plastique dans une main. Il sentait le charbon froid, la peur, et la poussière des rues. Ses yeux la cherchèrent, puis s'agrippèrent aux siens. Tu es ici, souffla-t-elle. Il baissa la tête. Je n'avais nulle part d'autre. Elle ouvrit grand la porte. L'attira dans ses bras. Il resta figé au début. Puis, lentement, ses bras l'entourèrent aussi. Et il fondit en larmes. Des sanglots sans mots, qui sortaient de si loin, qu'ils brisaient les murs du silence. Ils restèrent là, au milieu du salon, une éternité, à pleurer un passé qu'ils ne pourraient jamais effacer. Puis elle le fit asseoir. Lui apporta de l'eau. Du pain. Une couverture. Il mangea sans un mot. Et après avoir bu, il dit. J'ai eu peur, qu'il t'ait fait du mal. Elle s'approcha. Moi aussi, j'ai eu peur pour toi. Il la regarda longuement. Tu crois qu'on peut apprendre à être normal? Ces mots étaient comme des éclats de verre. Doux et tranchants à la fois. Elle posa une main sur sa joue. Je crois qu'on peut apprendre à être aimé. Et ça suffit. Cette nuit-là, il dormit dans son salon. À même le sol, sous la couverture. Le visage enfin détendu. Comme un enfant. Pour la première fois. Et Aïda resta éveillée, les yeux fixés vers le plafond. Elle savait que cette paix ne durerait pas. Mais elle savait aussi une chose. L'innocence perdue peut renaître, si quelqu'un ose y croire. Le choix d'une mère. Les jours suivants,
Aïda ne sortit presque plus. Elle fermait ses volets. Elle cuisinait en silence. Elle parlait peu. Mais dans la maison, quelque chose changeait. Ismaël apprenait à exister. Il ne dormait plus recroquevillé comme un animal. Il acceptait qu'elle lui touche les cheveux pour les coiffer. Il aimait l'eau tiède sur ses mains, et le goût sucré du bissap. Il fixait les dessins animés sans comprendre, mais en souriant. Et le soir, quand elle récitait doucement des prières, il écoutait sans un mot. Comme si les sons eux-mêmes étaient des pansements. Mais dehors, l'ombre s'étendait. Les SUV tournaient dans le quartier. 2 voisins disparurent mystérieusement. Une vieille femme, qui avait vu Ismaël par la fenêtre, fut emmenée pour interrogatoire. Aïda comprit, il savait. Un soir, elle ouvrit une vieille valise sous son lit. Elle en sortit un petit carnet, quelques billets enroulés dans un tissu, et un collier hérité de sa grand-mère. Elle se retourna vers Ismaël. « Il faut partir. » Il la regarda, inquiet. « Ils vont nous retrouver ?» Elle hocha la tête, les yeux humides. « Oui. Et ils ne te laisseront pas en paix. Ils veulent faire de toi un dossier classé, pas un être humain. » Il serra le verre d'eau dans ses mains. « Où est-ce qu'on va aller ?» Elle lui sourit, doucement. « Là où personne ne regarde dans les coins. Là où les enfants sont encore des enfants. Là où on peut respirer, et se reconstruire. » Cette nuit-là, ils quittèrent la maison à pied. Aucun bagage. Juste une carte, un peu d'argent, et un collier autour du cou d'Ismaël. Ils passèrent par les ruelles, les sentiers oubliés, les chemins de poussière. À l'aube, ils étaient déjà loin. Des années plus tard, dans un petit village du sud, une femme nommée Aïda enseignait la lecture à des enfants. Parmi eux, un jeune garçon aux yeux profonds, à la parole timide mais claire, qui aidait les autres sans jamais lever la voix. On l'appelait Ismaël. Personne ne connaissait son passé. Mais dans ses gestes, il portait le souvenir de l'enfant qu'il avait été, et de la femme qui avait osé le voir, quand tout le monde fermait les yeux. Un jour, un homme en costume visita ce village. Il vit l'enfant de loin. Il sourit. Et il repartit sans un mot. Parfois, certains miracles n'ont pas besoin d'être effacés. Ils doivent juste être oubliés par les puissants, et protégés par l'amour. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.